Bonjour à tous et bienvenue sur le Zone de Podcast. Aujourd'hui, on vous filme un nouvel épisode et on va aborder plusieurs thématiques au cours de cet épisode. L'une d'entre elles, l'entraînement outdoor, l'importance d'intégrer de l'entraînement outdoor dans le CrossFit, la place que ça a dans le CrossFit dans son origine, dans le CrossFit compétitif, pourquoi il y en a aux Games, pourquoi il y en a des fois il y en avait aux Sanctionals, aux Semi-Finals même. Et puis aussi, on va aborder une autre thématique qui est les différentes formes de burn-out. Je prends le mot burn-out avec des pincettes parce que ça veut dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais nous, en tant que coach, les différentes formes de burn-out qu'on a pu observer chez les sujets qu'on entraîne, qu'ils soient compétiteurs ou pas, mais en tout cas chez les gens qui s'entraînent en CrossFit et qui prennent la chose au sérieux, peu importe leur niveau, et l'imbrication que ça a aussi avec les réseaux sociaux. On avait fait un épisode sur les réseaux sociaux à l'époque, mais on avait pas mal parlé de comment se vendre quand on est coach. Là, aujourd'hui, on va en parler, mais d'une manière différente, enfin sous un autre angle en tout cas. Et voilà, on va commencer par ça ce soir. Alors, les gars. d'après vous, comment on peut définir un peu ce que c'est une définition du burn-out? Alors, je crois que la définition vraiment officielle, enfin en termes en psycho, c'est plus t'es vraiment. Enfin, c'est pas une définition, c'est un état. Plus, c'est que t'es vraiment incapable de faire des tâches simples. Et genre la moindre action te demande une énergie 10 fois supérieure à la normale. Et t'es incapable de te concentrer tout simplement sur des sujets simples, quoi. T'es vraiment. Mais donc, nous, au niveau sportif, on n'est pas amené à traiter ce genre de sujet-là quand même. Mais du coup. Parce que c'est des sujets ultra avancés. Ouais. Mais c'est plus ce dégoût de l'entraînement, ce fait de ne pas vouloir y aller à l'entraînement, etc. Alors, il y a ça. Déjà, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu la différence entre une dépression et un burn-out ou pas? Ou c'est quelque chose qui est vraiment très complexe en psychologie? Parce que je sais que les psychologues, la définition de dépression, pour eux, c'est vraiment... Il y a aussi l'aspect chimique au niveau du cerveau, et je sais pas si pour le burn-out, on peut vraiment parler de ça. J'ai pas les connaissances nécessaires pour répondre à cette question. Je peux pas m'avancer, sinon on va se faire découper. On va se faire découper. Non, mais déjà, dans notre cas à nous, tu peux être en burn-out sans être en dépression. Non, tu peux avoir une vie à l'extérieur de l'entraînement normale, entre guillemets, et être en burn-out. Je crois que c'est une forme de dépression quand même, le burn-out. Après, parce que forcément, ça, c'est pas juste limité aux professionnels, quoi. C'est plus global. En général, tu me contrediras, Jules, si c'est pas le cas, mais moi, quand j'ai vu des athlètes être proches du burn-out ou faire un burn-out, il y avait un lien aussi un petit peu des fois avec la vie perso. Oui. C'est souvent lié à ça. Hein. De toute façon, l'entraînement, on sait que nous, les variables qu'on peut appliquer de stress interne à l'entraînement, on a la main dessus. Mais on sait que là, on n'a pas la main sur tout ce stress externe, justement, à l'entraînement. Donc, ta vie de famille, ta vie professionnelle. Et on peut pas avoir, en fait, la main là-dessus. Donc, aussi, dans l'entraînement, c'est à nous, en tant que coach, de gérer, à mon avis, ce qu'on peut mettre dans l'entraînement pour essayer d'éviter ce genre d'état de burn-out, de dépression. Et parce qu'en fait, souvent, le sport, c'est ce qui va péter en premier avant. Ouais, c'est ce qui va péter en premier dans ta vie avant de faire péter, je sais pas, d'être rigoureux dans ta vie, de faire le ménage, par exemple, tous les jours. Bah, avant, ce qui va péter, c'est d'aller t'entraîner tous les jours. Ouais. Oui, c'est un état. Et toi, comment tu gères avec tes athlètes quand tu sens un peu le truc arriver ou tu sens que ça va pas sans qu'ils te le disent officiellement? Déjà, tu le sens. C'est pour ça que je demande plus des vocaux en ce moment, c'est que tu le sens à leur voix quand ça va pas. Oui. C'est que quand ça va, bah ils ont un ton de voix qui est beaucoup plus joyeux forcément, et quand ça va pas, c'est vraiment ma séance aujourd'hui c'était comme ça. Ouais, c'était pas mal. Ils savent pas définir de manière très claire si ça va ou pas. Et même quand ils ont fait une mauvaise séance, mais que dans leur vie perso à côté ça va, ou dans leur entraînement ça va, ou dans l'entraînement ça va, mais que là ils ont fait une mauvaise séance, ils sont capables de te dire ok, là j'ai fait une mauvaise séance, et d'en tirer quand même du positif. Ceux qui sont dans un bon état psychologique, à mon avis. Et donc en tant que coach, bah du coup faire des vocaux, c'est ultra important. Mais aussi, donc après, qu'est-ce qu'on met en place? Essayer d'ouvrir une discussion là-dessus. Bah écoute, je sens que ça va pas en ce moment, est-ce que tu veux en parler? C'est ce qu'on disait un peu dans le podcast avec Baptiste et Hugo.
c'est essayer essayer d'amener une relation de confidence un petit peu. On est humain, mais on va pas vous juger, quoi. En plus du ton, il y a aussi avec les vocaux et il y a le champ lexical qu'ils utilisent aussi des fois qui est... Parce que quand ça va bien, ben, c'est comme tu disais Jules, bon ben là j'ai fait une mauvaise séance, mais bon, c'est pas trop grave, la prochaine on va essayer de redresser ça, ou ouais là bon j'ai un petit peu raté mes séries, mais bon prochain coup j'essaierai de faire ça mieux, machin. Et quand ça va pas, c'est j'ai été nul. Là ça allait pas, j'ai arrêté la séance. Je suis arrivé, j'ai mal dormi, j'étais fatigué, ma ceinture elle se scratchait pas bien. J'avais pas mon pot de whey, il était fini, du coup je suis allé sans créatine, sans whey. Moi j'ai une question par rapport à ça. Comment vous réagissez quand vous avez quelqu'un qui justement se cherche des trucs un peu autour de l'entraînement pour justifier sa mauvaise session? Est-ce que vous rentrez dedans? Déjà, on souffle un bon coup. Est-ce que vous rentrez dedans? Est-ce que vous essayez d'être plus compréhensif? Est-ce que vous avez un dialogue qui est unique et une voix que vous maintenez, peu importe la personne? Non, en fait, c'est des relations humaines, donc tu peux pas avoir une recette magique. Ouais. Mais je pense que Ruben, il sera d'accord. En plus, c'est que ça arrive presque souvent, tous en même temps. Quand ça va pas, t'en as souvent 4 ou 5 qui arrivent. Ouais, ça arrive par vague, ouais, c'est vrai. T'en as souvent 4 ou 5, et ben, les 4 ou 5 ne vont pas aller. Et après, justement, les 4 ou 5, quand ça va aller, les mêmes personnes, ça va aller très bien, en fait. Ça, c'est vrai que c'est souvent des vagues, ouais. C'est vrai que c'est des vagues. Et comment vous leur répondez, du coup? Donc déjà, il faut prendre le temps de leur répondre et prendre le temps d'ouvrir cette discussion, comme je te disais juste avant. Et ça peut varier vraiment... chaque individu est différent. Toi, tu peux réagir d'une manière différente. Ruben va réagir d'une manière différente à une discussion avec une personne. Moi, je vais réagir d'une autre manière. Donc, j'ai pas forcément de marche à suivre, mais ma première démarche, c'est vas-y, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Ouais. Je suis là, tu peux écouter, et après, on met des choses en place dans l'entraînement. Je vais prendre l'exemple d'une qui avait perdu son papa à un moment. Bah, ok, tu l'as. Dans ton entraînement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu ailles mieux et que tu gardes toujours cette routine de t'entraîner et ne pas sombrer justement dans cet état de j'ai perdu mon père, de pleurer, vraiment de tomber dans un état un peu de tristesse et on va pas dire de dépression, mais parce que c'est un mot très fort, mais de tomber dans un état où tu t'éloignes de l'entraînement et que c'est encore plus dur d'y revenir. Et donc mon objectif quand il y a ce genre de truc, ce genre d'événement, c'est par exemple essayer de dire ok, à l'entraînement, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment? Des trucs que tu faisais pas parce qu'on était en cycle de développement, par exemple sur ton snatch, et donc le clean and jerk qu'on l'a laissé un peu de côté parce qu'on peut pas tout travailler en même temps, tu t'entraînes que 4 fois. Bah voilà, tu veux qu'on en remette du snatch en ce moment parce que ça te fait plaisir, etc. Je suis d'accord, aller droit au but. Parce que quand... À retourner à l'essentiel, quoi. Ouais, c'est ça, aller droit au but. Parce que quand ils sont dans le truc de alimenter le dialogue interne de « Ah, j'ai fait une mauvaise séance, ma ceinture se scratchait mal, il y avait la barre là qui était prise, ou tel spot à squat qui était pris, il y avait il y avait du monde, il pleuvait, ou je suis nul, ou ou je suis fatigué. » Pas rentrer dans leur jeu, comme tu dis, en mode « Ah non, mais t'inquiète, là-bas, si t'as pas la ceinture qui scratch, fais ci, fais ça. » Non, direct, bon, qu'est-ce qui va pas? Sur ton bracing. Voilà, non, mais... brace sans ceinture. Brace fort. Voilà, mets un corset. Non, mais en mode... il faut être en mode, ok, là, t'es dans un dialogue interne mauvais, tu l'alimentes, lui faire prendre conscience, et qu'est-ce qu'on peut faire, comme il dit Jules, pour que ça aille mieux? Est-ce qu'on change l'ossature de la semaine, la structure de la semaine? Est-ce qu'on rajoute ça? Est-ce qu'on rajoute ça? Oui, il n'y a pas de mal à laisser tomber un cycle que tu avais commencé. Ouais. Moi, j'aime pas trop le faire, mais il y a des fois où on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas de... Enfin, c'est pas que j'aime... Je m'en fous un peu, c'est pas ça qui compte, quoi. Ton cycle, au pire, tu reprendras un cycle un peu quand ça ira mieux, mais voilà. C'est beaucoup plus important. Si l'urgence, c'est de changer, il faut changer, mais... C'est plus important de s'entraîner toute l'année que de faire un gros cycle, s'arrêter 3 semaines parce que t'es en burn-out. Moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand même de casser un cycle, mais bon, il n'y a pas le choix des fois, c'est clair. Ouais, du coup, c'est important, c'est important quand vous avez des athlètes, des gens, pour eux d'avoir une relation directe, quoi, surtout les gens qui cherchent des gros objectifs, d'avoir un feedback chaque semaine. Parce que sinon, si tu fais une prog standard, par exemple, et que t'es poussé par les gens autour de toi, tu peux vite, en fait, t'enfoncer dans ce truc-là pendant des semaines et arriver à un point de non-retour où
où justement t'as trop tiré sur la corde, quoi. Et oui, en fait, c'est là l'avantage de la programmation, coaching personnalisé, du remote. C'est là l'intérêt. C'est que t'as une prog standard. Tu peux donner des conseils, baissez votre volume. Au lieu de faire 5 séries au squat, vous en faites 3, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une recette magique de dire, ok, baissez le volume de l'entraînement. C'est un peu un fourre-tout, en fait. Oui. Est-ce que dans mon volume, du coup, j'enlève ma zone 2, mais je m'entraîne moins longtemps, mais je me fous toujours de l'intensité. Ou faire mon squat, ça me fait plaisir, mais du coup, je m'enlève des séries au squat, mais c'est la période compétitive, donc il y a un gros volume sur les procs standards au niveau des Metcon. Donc, baisser le volume, ça veut tout et rien dire, en fait, et c'est là où l'intérêt, même des gens, c'est conseillé qui, dans ces périodes-là, peut-être qu'ils aillent parler à un coach. Ouais. Au moins juste parler, ou pas forcément un coach, mais ça peut être un préparateur mental, ça peut être quelque chose, enfin, essayer de mettre quelque chose en place, justement. Après, il y a l'entourage aussi qui peut t'aider. Oui. Nous, on fait partie de l'entourage proche, je pense, au final, de certaines personnes, parce qu'on est en contact presque tous les jours. Donc, on prend une place importante dans leur vie. C'est sûr. Donc, aussi les pousser, s'ils nous parlent de leur entourage et ils te disent, j'ai une personne malsaine dans mon entourage, leur dire, si tu sais qu'elle est malsaine, n'hésite pas, quoi. Ouais, mais c'est après ça. Tu rentres un peu dans leur vie, mais une personne malsaine, tu sais ce qu'il faut faire en général. On retombe sur ce que tu disais la dernière fois dans le dernier podcast qui est pas encore sorti, mais c'est que sera sorti comme celui-là sera sorti. J'espère. Non, mais que en fait il y a certaines barrières à pas dépasser, je pense. Et après, c'est sûr que si tu t'engages dans des conversations comme ça avec tous, ça devient vite compliqué. Ouais, mais tu peux dire voilà, c'est du bon sens. Ouais. Une personne toxique. Ta vie, tu veux pas qu'elle soit toxique, tu veux pas qu'il y ait du négatif. C'est le problème avec les gens toxiques, c'est que tu l'identifies pas aussi facilement. Oui, mais montrer de l'empathie, déjà, c'est déjà un grand pas pour. Parce que, comme tu disais une fois, Théo, genre, nous, on a certes un certain nombre d'athlètes, mais nous, on est leur seul coach. C'était une très bonne phrase, ça. Oui, non, mais on est leur seul coach, et juste le fait déjà de leur montrer de l'empathie et de, comme tu disais, de voir qu'ils voient qu'on les juge pas et que on a de la considération pour eux, c'est déjà, je pense, un premier pas important. Après ça, c'est le cas de figure des burn-out dans l'entraînement liés à la vie perso. Mais cet été, moi, j'ai été confronté à des burn-out vraiment liés au crossfit, liés même, je dirais plus loin, à la compétition. Des compétiteurs qui ont enchaîné les compétitions et qui sont arrivés complètement cramés à la fin de l'été. Et comme tu disais, Jules, tout à l'heure, ça arrive par vague. C'est arrivé par vague aussi, là. Et je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte parce que vraiment, quand tu es compétiteur, c'est-à-dire que quand tu mets beaucoup d'heures de ta semaine dans l'entraînement, beaucoup d'engagement cognitif, c'est super, super, super drainant mentalement la compétition parce que tu te confrontes à un leaderboard, tes résultats sont pas toujours ceux que tu attends et des fois, il y a des gens qui mettent beaucoup d'attentes, qui s'engagent dans la voie compétitive, qui du coup engagent les heures d'entraînement qui vont avec, qui vont faire les compétitions et qui après les compétitions se disent est-ce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire ou pas? Et on n'en parle pas souvent. C'est pas un sujet qui est très abordé, j'ai l'impression, dans le monde. Fait, quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu vois des vidéos de comment progresser au snatch, nous les premiers, comment progresser au chest, comment faire ci, comment faire ça. Mais on parle pas assez de cet aspect de ok, est-ce que vraiment vous voulez faire de la compétition? Est-ce que vous savez dans quoi vous vous engagez? Est-ce que vous savez... Je pense que c'est ça, il y en a beaucoup en fait qui se lancent sans savoir vraiment. Il faudrait une espèce de... que tu t'assoies dans une salle, qu'on te projette à quoi va ressembler ta vie pendant 6, 9, 12 mois et que tu vois et tu dis... on va dire 9 mois sur 12 dans l'année. Ouais, voilà, et que tu dises ok, c'est bon, je signe. J'ai vu ce que c'est, j'ai vu le stress que c'était, j'ai vu le résultat, ce que ça t'apporte à la fin. Mais je pense qu'en fait, t'es obligé aussi de passer par là pour tester comme une voie professionnelle que tu vas peut-être manquer ou un truc tu vas te dire ça c'est pour moi et puis au bout d'un an tu te rends compte que pas du tout. Donc ouais, malheureusement, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord, il faudrait plus en parler et montrer aussi parce que
les vidéos, genre les Day in the Life d'athlètes, machin, ça a l'air trop stylé. Mais en gros, tu prends une journée où ils se matraquent la gueule. Oui, et puis une journée où ils sont filmés, où ils sont heureux, où ils sont contents. Voilà, et puis comme tu dis, ils sont filmés, donc ils savent qu'ils vont être filmés, donc il faut que ce soit attrayant, parce que il y a toujours une histoire il faut que ce soit attractif, sinon ils le mettraient pas sur YouTube, tout simplement, sur le réseau. Et ça ressemble pas forcément à ça. Et puis, déjà, sur tout le nombre de personnes qui vont faire de la compétition, ça représente 1%. C'est leur vie à eux. Puis, et puis, au final, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est inviable, mais c'est pas une voie facile être athlète professionnel. Hein. T'as une pression, tu sais pas d'une année à l'autre si tu vas re-signer tes contrats de sponsoring, tu sais pas d'une année à l'autre quel résultat tu vas avoir, si tout le travail que t'as mis dans l'année, ça aura payé. T'imagines, Medeiros, il fait premier des Games, il s'entraîne toute l'année en mode j'y vais pour regagner, il fait même pas top 10. Le choc émotionnel que ça doit être et la difficulté à gérer, faut être solide, quoi. Non, mais c'est ça, faut avoir les épaules, et puis surtout, lui, ils en ont mis plein la gueule. Hein. Dès les premiers événements, il est tombé. Moi, je regardais le live, il y avait des commentaires en même temps des gens qui disaient non, mais Medeiros, c'est terminé. C'était genre, tu sais, ils disent one time wonder, genre, c'était une sensation d'une année parce que c'était le rookie et tout, mais ça y est, maintenant, il est fini. Je veux dire, attention, si tu prends ton téléphone et tu vas voir ça, tu lis ça, enfin, faut être solide, quoi. C'est ce qu'on disait dans un podcast, c'est un sport quand même où la durée de vie d'un athlète est limitée. Tu vois, en France, le meilleur athlète, il a fait 3-4 ans. Même, il a allé 2 fois aux Games. 3 fois. Donc voilà, il a fait 3 ans, 5 ans à très haut niveau. Et après, il a pas poursuivi. Après, ça reste une carrière quand même honorable. On va pas dire que c'est nul, loin de là. Mais quand tu compares à des sportifs dans des sports olympiques qui font 3 Olympiades, il y en a certains, ils vont jusqu'à 4, ça fait 16 ans où C'est long, hein. Non, mais t'imagines 16 ans et les mecs qui s'arrêtent, ils ont 32 ans, 34. Ça veut dire qu'ils ou même 35, 36, ils se sont engagés en gros la moitié de leur vie. C'est ça. Enfin, plus que la moitié de leur vie parce qu'ils ont fait leur premier JO avant. Enfin, ils ont engagé plus de la moitié de leur vie dans ce sport-là. Donc, faut prendre conscience et du recul, je pense que c'est un travail sur le long terme. Après, pour aller aux Games, il faut avoir une génétique, faut avoir quelque chose en plus que beaucoup de gens n'ont pas. Non, puis la longévité, tu l'as dit. Et c'est surtout la longévité. En fait, très bien, en plus, maintenant, le CrossFit, c'est un sport où tu peux aller jusqu'à Master 60. Si, imagine, Non, c'est fini, là. Ils ont enlevé le Master. Non, je plaisante, ils ont séparé Enfin, ils ont enlevé les age groups des Games. Enfin, c'est plus au même endroit, quoi. Ouais, mais en gros, si tu fais, on va dire, du CrossFit pendant 20 ans, au bout d'un moment, il y en a, ils vont s'essouffler parce qu'ils se sont donné trop pendant 5 ans. Du coup, ils vont arrêter. Et après, toi, en fait, si tu arrives à continuer de progresser toute ta vie, tu as gagné, en fait. En fait, faut rester dans le game le plus longtemps possible. Sans parler forcément d'aller aux Games, mais déjà, je trouve que s'entraîner 5 fois par semaine toute sa vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà une performance hors du commun, à mon sens. Selon vous, c'est quoi la... Et ça permettra d'aller à des performances à genre 75 ans, arriver à faire 20 tractions strict, par exemple. Moi, quand j'ai vu les mecs de 60 ans avec la barbe blanche, les cheveux blancs et tout, faire des muscle-up, je me suis dit, mais ça, c'est un objectif de vie, en fait. C'est génial. T'allais dire quoi, pardon ? J'allais dire, selon vous, c'est quoi la meilleure carrière, à vos yeux ? 5 ans et faire top 10, 1 ou 2 fois ou 3, ou faire 10 ans et aller aux Games, mais pas forcément faire top 10 à chaque fois, mais y aller 10 fois. Moi, je trouve que Ben Smith, tu vois, par exemple, c'est carrière idéale. Ah, Ben Smith. Oui, parce qu'il a fait premier aussi. Il a gagné aussi. Il a fait podium, il a gagné. Alors. Ouais. En vrai, moi, j'aime pas du tout ce mec-là. On peut prendre Cole Seger. Oui. 10 ans, presque 10 ans à y aller. Bon, il a pas fait de podium, mais 10 ans à ce niveau, c'est-à-dire tous les ans, tu te retapes les Open, Non, mais toutes les carrières sont belles, mais après, je pense que ces gars-là, ils doivent être torturés de se dire, putain, j'ai jamais, genre, par exemple, j'ai eu 10 chances de faire Scott Penchick, il a gagné son premier event, sa dernière année des Games, quoi. Son premier event. Et pareil, je crois qu'il a fait 7 ou 8 ans, plus des participations en team et tout. Je pense que ces gars-là, ils ont un truc au fond d'eux où ils se disent, putain, il me manquait quelque chose, quoi. BKG, pareil. Non, BKG, il a gagné. Il a fait des podiums, il a gagné des events. Hein.
Il a fait podium aux Games? Il a fait podium l'année où Olsen fait 2e, il fait 3e. Ah oui, putain. Et il a gagné le Murph, il a gagné des events quand même. Ouais. Non, mais je sais pas. Moi, pour moi, la carrière idéale, c'est le podium, enfin, première place. Et peu importe après que tu tiennes 1 an ou 10 ans, ça prime pour moi sur la longévité. Faire 1 an et faire 1 an gagné ou faire 10 ans et jamais gagner. Bah, si c'est ouais, je préfère faire 1 an. Je pense que dans un vrai compétiteur, il te dit 1 an et gagner. Ouais, après, quelqu'un qui a du recul, il va te dire je préfère faire 10 ans. Bah, ouais, franchement, le mec qui a fait 10 ans, il va te dire je préfère faire 10 ans. Non, mais le public, il va se souvenir du mec qui a fait 10 ans quand même. Oui, aussi. Enfin, je sais pas, genre, le mec qui a gagné une fois et qui a fait qu'une saison, ça va être retenu comme le mec qui a fait une saison, qui a gagné et qui a disparu, quoi. Un peu comme un tube d'été, quoi, tu vois, genre... Ouais, mais... Tu vois, vous vous rappelez l'époque du tube d'été? Oui. Tu le passes, tu dis, ah putain, c'est vrai. Ouais, mais on se souviendra plus d'Aznavour que de la Lambada. Oui. Oui, mais Aznavour, parce que c'est pas comparable. C'est pas genre... Non, mais c'est juste que... Pas beaucoup. Parce que lui, il a fait des... Pas complet, là. Il est tard. Non, mais après, c'est juste des avis perso. Mais moi, c'est vrai qu'on avait souvent ce truc Froning versus Fraser. Et attends, la Froning, c'est... Oui, mais vous disiez, par exemple, ouais, Froning, aujourd'hui, il fait encore du sport et il fait encore les trucs de trail, de VTT et tout. Il a gagné 10 fois les games. Il a gagné 10 fois les games et tout. Fraser, il a gagné que 5 fois. Après, il s'est barré. Là, aujourd'hui, il a plus de corps, machin. Ouais, il a plus de corps, enfin, bon. Il nous tue encore tout ça, y a pas de souci. Non, mais c'est juste que moi, je pense que la perf prime au-delà de la longévité, en fait. Oui, quand t'es compétiteur. Ouais. Après, là, je pense qu'on s'adresse très peu à très peu. Ouais, mais dites-vous que c'est juste un avis perso. Non, mais même, prenons tous les athlètes professionnels, il y en a, enfin, pour vivre du truc, il faut durer le plus possible. Enfin, le but, c'est d'en vivre le plus longtemps possible. Bah non, parce que si tu rebondis bien, tu vois, tu peux te débrouiller pour faire d'autres trucs. Ouais, mais après, quand t'es dans des sports olympiques, là, on peut parler de sport olympique. L'objectif, c'est d'être le plus longtemps possible dans ton sport. Oui, c'est sûr. Parce que un sport olympique... Ouais, c'est tous les 4 ans. Bah non, mais c'est tous les 4 ans, mais c'est surtout que tu gagnes. T'es pas payé 10 000 €, quoi. Ouais. Ils te payent ton logement, ils te payent ta bouffe, mais c'est tout, quoi. Enfin, ça dépend des fédés. Ça dépend des fédés maintenant. On recentre sur le burn-out. Ouais, pardon. Et pour vous, une des solutions, justement, quand vous avez des athlètes qui vous disent, bon, là, j'en peux plus, je stresse avant d'aller à la salle, ça me saoule, j'ai pas envie de faire la progression, j'ai pas envie de faire ça et tout. Qu'est-ce que vous conseillez du coup pour ces gens-là? Bah déjà pour les compétiteurs, quand la saison est finie, prenez 1 mois, arrêtez de rentrer des compètes et de dire là l'année prochaine je veux faire ça, l'année prochaine je veux faire ça, je veux réussir à faire ça. Non. Parce que l'année d'après tu pètes. Non mais tranquille, pose-toi 1 mois, pars en vacances, ou alors va à la boxe, fais des petits modes avec tes potes, ou va faire un triathlon, ou je sais pas, un truc qui te fait envie. Genre pendant 1 mois, vas-y tranquille et essaie de pas trop y penser, de faire justement prendre le temps que les choses émergent à la surface, voir comment tu te sens, si tes objectifs au moyen terme et long terme sont toujours les mêmes après avoir fait les compètes, si t'as toujours envie de faire les mêmes compètes que l'an dernier, d'y retourner, de faire mieux, ou si t'as envie d'en faire d'autres, voilà, tranquille, prends 1 mois et ensuite quand tu reprends l'entraînement, on va pas de suite se mettre des cartouches dans la tête. Ça va aller progressif. Si tu veux progresser au run, bah déjà, on va recommencer par juste aller courir tranquille, pas forcément faire des intervalles, aller courir à l'extérieur pendant 1 mois. Le temps de... La saison, elle est longue. La carrière, enfin, même une carrière d'un amateur, c'est long. Enfin, faut durer, quoi. Même un athlète... De toute façon, c'est simple. La règle des 10 000 heures, pour être un expert dans une pratique, il faut 10 000 heures. Si tu t'entraînes 2 fois par jour, c'est 5 ans. Si tu t'entraînes 1 fois par jour, c'est 10 ans. Donc, si tu veux durer, il faut faire les choses pour en faire en sorte que ça dure. Exactement. Et toi? Pareil. Bah, il y a de ça. C'est après ta saison de compétition, bah, prendre du recul sur ta saison, sur ta vie aussi. Est-ce que tu as des objectifs de vie perso? Est-ce que tu as des objectifs pro? Mais on peut continuer toujours à vouloir aller chercher de la compète, mais on mettra moins d'accent sur l'entraînement. Et après, en soi, c'est pas forcément grave d'enlever un entraînement dans la semaine. Tu peux quand même continuer à toujours progresser si ton entraînement est bien construit. Et que si à côté, tu fais bien toujours attention à ta nutrition, etc. Il n'y a pas que pour la performance. Il faut faire attention à sa nutrition, mais pour sa santé aussi. Ouais. Donc, tu peux continuer déjà dans cette voie-là. Et après, comment dire, je pense aussi essayer de prendre du temps pour toi totalement hors de l'entraînement.
Tu mais vois, ça, c'est une phrase, j'ai rebondi vite fait sur cette phrase. Attends, mais laisse-moi finir. Pardon. Sinon, il va perdre son truc. Totalement. Oh, les gars, on n'est pas sur BFM. Donc en gros, pas sortir complètement de ton entraînement un petit peu, ça peut être une option aussi. C'est-à-dire conseiller d'aller, je sais pas, t'as envie d'aller faire de l'escalade, tu vois, on va faire de l'escalade. T'as envie d'aller faire du vélo comme Ruben en ce moment. Bah, des five futsal avec tes potes. Des five futsal avec tes potes ou un truc qui te sort complètement de ta routine. Ouais. Tu vois, de sport. Là, il disait l'exemple des petits modes, mais même si pendant un moment t'as pas besoin t'as pas envie du tout de faire de crossfit, tu veux faire tu veux justement pas faire de team mode et faire ton vélo en extérieur ou aller faire de la muscu très classique dans une salle de muscu et en plus tu peux te foutre de la gueule des types. T'auras très vite envie de revenir à la boxe après. Tu vois. Ça peut être une solution aussi, tu vois, sortir vraiment totalement de sa pratique. C'est conseillé, du coup, en plus, tu mets moins de ressources dans ta pratique, tu peux te concentrer sur d'autres choses, justement, à côté. Voilà. Non, ce que je voulais dire par rapport au truc, parce que j'ai beaucoup entendu cette phrase là depuis cet été, genre ouais, prends du temps pour toi et tout machin. Mais si t'es quelqu'un qui fait un 35 heures à la semaine, le week-end, bon, tu restes chez toi, t'as une vie plutôt classique. En fait, ton temps pour toi, c'est le temps où tu vas à la salle. Oui. Et tu vois, du coup, il y a beaucoup cette phrase, prendre du temps pour toi, pour sortir et tout. Mais si ce que t'aimes, c'est ça, tu vois. Mais même, je pense que des fois, c'est bien, même quand t'aimes quelque chose, c'est bien de prendre du recul, de se dire, ok. De volontairement arrêter. De créer le manque. T'as envie d'y aller. De créer le manque un petit peu. C'est volontairement, je suis sûr que ça a un impact. En tout cas, moi, sur les gens que j'entraîne et sur moi, je me crée un manque tout seul. T'es ultra motivé après quand tu. Voilà. Ouais. Trop chaud. C'est juste ça le truc de prendre du temps pour soi, c'est faire autre chose et se créer un manque. Et ce manque, bah, après, il faut pas qu'il soit trop important, sinon tu pars en dépression. Non, mais créer un petit manque, non, mais tu pars en dépression pour éviter la dépression. Non, mais oui, c'est exactement ça, c'est créer le manque. Je pense que c'est important, et même, bon, après, ça peut être applicable au sport comme à tout dans sa vie, en fait. J'adore, je sais pas, boire une bière le soir, bah, je crée mon manque, j'en bois pas pendant un mois, tu vois. Ça peut être un exemple aussi. Non, mais. C'est l'alcoolisme, pardon. Non, c'était un mauvais exemple. Non, mais. T'imagines, t'es un athlète niveau national, t'as envie de faire peu importe équipe individuelle, je sais pas, affiliate, enfin, les grosses compétitions françaises ou du continent, je sais pas. En vrai, tout l'été, tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois être à fond dans ton entraînement. Alors, si ta motivation, ta motivation long terme, elle est forte et que t'aimes vraiment ça et tout, c'est pas un problème, tu vas le faire. Mais à la fin de l'été, ça fait du bien de relâcher un peu la pression, d'aller boire une bière avec les potes et tout. Enfin, je prends l'exemple de la bière, mais ça peut être autre chose. Ça peut aller se faire un gros festin, ça peut... non, mais c'est sûr, évidemment. Ouais. En gros, c'est prendre du temps pour soi, c'est créer du manque. Non, mais en fait, c'est au court terme. Genre, oui, sur un week-end, tu vois, tu peux le faire. Mais c'est vrai que je me dis, dire à des gens qui kiffent trop s'entraîner. Ça peut être 1 ou 2 semaines. Hein. Ouais, là, ouais. ça peut être juste 1 ou 2 semaines. Les corps, ils se régénèrent. Les joueurs de NFL, ils s'arrêtent 3 semaines. Ouais. Ils s'arrêtent 3 semaines, ils font rien. Mais je sais pas, j'avais vu une interview d'un joueur de NBA là, où il dit ça fait 3 mois que j'ai pas touché un ballon. Ils arrêtent complètement. Et bon, là, on est en octobre, on est sorti de la période de la saison off et tout. Mais là, pour quelqu'un, on parlait des activités outdoor et tout. Comment vous intégrez? Est-ce que vous l'intégrez, vous, dans l'entraînement? Vous dites à un mec, là, le jeudi, c'est vélo, là, le mercredi, c'est natation. Ouais. Bah, on peut le dire. On peut dire, sors de la salle, quoi. Fais quelque chose. Tu peux mettre option vélo, option natation, option run, option foot, option. Il y a 1000 trucs à faire. Bah après, c'est une discussion aussi qu'on a avec eux au premier entretien, mais moi je me souviens, ça m'avait marqué entre guillemets. C'était quand j'avais fait mon entretien avec Delphine et qu'elle m'avait dit direct, tu me feras pas faire 1 heure de bike erg. Elle m'avait dit direct ça, elle m'avait dit tu me feras pas faire 1 heure de bike erg. J'ai mon vélo, je regarde. Elle m'avait montré son vélo, regarde, j'ai mon vélo et tout, je l'adore. Et puis le samedi, je vais pas à la salle parce qu'elle est coach et elle gère la salle, elle est honneur. Donc elle y est du lundi au vendredi. Elle me dit le samedi, je peux pas mettre un pied à la salle. Donc en gros, l'entraînement, il était fait en fonction de. Le samedi, c'était soit les intervalles de run, soit sortir le vélo, soit. Mais. Pour rien.
Ou rien. Elle peut aller marcher, elle peut aller... Ça peut être rien des fois. En fait, il faut toujours rester en activité, mais la marche peut être considérée comme une activité aussi. Bah, va marcher 15 bornes, va marcher 10 bornes. Je pense que c'est ultra important aussi. Au moins, c'est la méditation un petit peu aussi. La marche, c'est une forme de méditation. Et puis... Et tu te recentres aussi, tu te recrées un manque. Moi, cet été, je me suis remis à marcher justement parce que j'étais un peu dans cet état-là. C'est un burn-out. État végétatif. Ouais, on peut dire ça un petit peu, où le sport et tout, j'avais complètement mis de côté. Je voulais juste travailler et c'est tout, quoi. J'avais pas de vie perso, rien. Donc, et le fait de marcher, ça m'a permis de me remettre une routine déjà dans ma vie. Ouais. Donc, d'aller marcher tous les soirs, faire mes 10 000... Je me suis mis ce fameux objectif des 10 000 pas. Donc, de remettre une routine et après, tu te questionnes et en fait, tu te retrouves avec toi-même, tu te questionnes et tu dis voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Au moment de ma vie où je me sentais bien, bah, qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais que m'entraîner. Et ben voilà, bah, tu connais, au final, tu retrouves un petit peu tu retrouves une motivation et tu ravives un peu la flamme interne que tu as en toi, quoi. Et puis, donc, en gros, pardon. Fini. Du coup, en gros, ce serait premier conseil, un des conseils du coup qu'on peut donner aussi. Si on se retrouve dans cet état où on sent qu'on commence à s'éloigner ou qu'on s'est éloigné, qu'on veut se remettre sur le droit chemin, bah, se recréer des routines. Se dire, la routine, c'est la base, en fait. Ouais, c'est vraiment... Oui, j'ai peur de la routine, ta gueule. Non, mais c'est la base. C'est déjà le... Non, oui, mais c'est ok, tous les matins, je me lève à 7h30. Ouais. Tous les soirs, bah, à 18h, parce que je vais promener mon chien, je fais mes 10 000 pas. Du coup, je marche 5-6 bornes. Ça peut être ça. Et après, je me donne comme premier objectif, premier mois, je vais à la salle 4 fois par semaine. Oui. Après, deuxième mois, bah, si je réussis ces 3 objectifs, eh ben, j'essaie de me lever soit un peu plus tôt, soit de rajouter une séance à la salle, soit d'ajouter, écouter 1 heure de podcast par jour. Tu vois, essayer de mettre une routine. Et là, en fait, le chemin, il va se faire tout seul. Ouais. Non, ou pareil pour tout ce qui est reprise du training, où les gens qui ont un peu du mal des fois à se motiver, en fait, repartir sur des trucs simples, quoi. Ouais. Quand il y avait le confinement, il y avait un gars qui mettait un workout en ligne tous les jours, et des fois, le workout, c'était 50 pompes. Il disait juste, bah, faites 50 pompes, après, on voit ce qui se passe, tu vois. Ou 15 pompes, ou genre 5 tours de 10 squats, 10 pompes. Pour, genre, pas oublier qu'aussi, des fois, t'as juste besoin de bouger, transpirer, mais t'as pas besoin de faire un truc ultra intense, de mettre tes maniques, d'aller faire des thrusters, de faire des trucs de fou. Des fois, juste bouger et genre savoir que dans ta journée, t'as bougé, c'est largement suffisant. Et comme tu dis, la routine, c'est trop intéressant parce que c'est très dur de passer une mauvaise journée quand tu t'es levé à l'heure où tu comptais te lever, t'as mangé tous tes repas dans la journée, tu t'es entraîné une fois, t'as bu assez d'eau. Je veux dire, t'arrives à 21h, normalement, ça va, tu vois. Oui. T'as fait tout ce qu'il fallait faire. Quand tu penses aux mauvaises journées, généralement, tu restes chez toi, tu fais rien, tu sautes un repas. Tu t'es commandé un Uber. Voilà, t'arrives à 22h, tu te sens comme une merde, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Tu regardes les jours que tu passes dans ta vie qui sont pas bien, c'est ça, en fait, la recette. Donc, non, mais c'est cool, le truc de la routine, je trouve ça intéressant. Ouais, et justement, quand tu disais le truc de créer le manque ou des fois la casser ou sortir de trucs, bah, créer la routine et de temps en temps la casser. De temps en temps la casser pour avoir un équilibre. Et comment on casse cette routine, Ruben? Ben, justement, en apportant quelque chose de nouveau, de temps en temps. Non, mais on parlait des sports outdoor, mais déjà ça, c'est... Bah, justement, ça fait une transition sur le thème d'après, mais bien sûr, forcément, quand tu passes... combien d'heures tu passes à la boxe, Théo, quand tu t'entraînes en ce moment 10 heures. 10 heures? Ouais, voire 2 heures par jour, 5 fois. Entre 10 et 15, on va dire. Ouais. Ben, tu passes 10 heures à la salle. Si une fois dans la semaine, tu prends 2 heures pour faire un truc de l'entraînement, mais pas à la salle. Mais ça fait du bien de fou, en vrai. T'as l'impression de sortir de l'entraînement alors qu'en fait tu t'entraînes. Ouais. Ça, on peut pas le faire tout le temps parce que du coup ça devient une routine. Mais ça devient une routine qui casse la première routine, tu vois. Ouais. Et du coup, après, on a besoin de routine, de toute façon. Tu peux pas tout le temps avoir un truc inattendu. C'est pour ça que, tu sais, quand ils arrivent en coaching perso, ils retrouvent souvent la même structure. Tu la retrouves entre 3 et 6 semaines, voire un peu plus des fois si tu pars sur un gros cycle.
Tu dis, putain, je fais tout le temps la même chose. Comment ça, tu mets les thrusters toutes les semaines? Je comprends pas. Tous les samedis, ok, j'ai une séance thruster, bon, j'en ai marre. Ouais, ben mec, t'es nul à ça, donc ta routine, c'est ce qui va te permettre d'être bon, et c'est la base quand t'arrives en STAPS, en préparation physique, ce qu'ils te disent, c'est la routine. C'est c'était avec Richard qu'on en parlait, il disait, bah voilà, le lundi matin, c'est squat. Et toute l'année, le lundi matin, ce sera squat. Quoi qu'il arrive. Et là, vous allez exploser au squat. Mardi matin, vitesse. Bah, quoi qu'il arrive, ce sera de la vitesse, et après, vous allez exploser en vitesse. C'est pour des rugbyman, tu vois. Ouais. Le cas pratique. Et il t'explique que ça, cette routine, justement, ça permet au corps, bah, on en revient au podcast qu'on avait fait avec Alexis, de créer des adaptations, de pouvoir générer des adaptations sur un mouvement, sur une variation de mouvement, et donc de progresser, justement. Ouais. Que ce soit sur tes structures ou au niveau nerveux, au niveau de motivation. C'est clair. Ok. Et mais un truc que je voulais ajouter sur ce que tu viens de dire, il faut pas confondre routine et comment je pourrais exprimer le truc. Parce qu'il y en a qui on va dire vont prendre le contre-argument de ouais mais ça devient lassant. Bah ouais, mais il faut pas confondre routine et lassitude. Non, une routine c'est quelque chose qui à chaque fois que tu y retournes, tu as un nouvel mini-objectif, ou en tout cas un objectif de la journée ou de la séance, qui va te pousser à ce que justement ce soit pas lassant. C'est pour ça que faut de la variation dans ta séance. Voilà, exactement. Ça peut être, au lieu de la semaine dernière, tu fais 140, bah, cette semaine, tu fais 143. Et les 4 dernières semaines, tu as fait des doublés. Bon, ben là, tu vas passer sur des singles avec pause. Ou alors, on va enlever la ceinture pendant tant de semaines. Ou alors... Ça peut, être très simple. Hein. C'est ce qu'on disait avec Jules. À un moment donné, c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de... C'est comme ça que ça marche. En fait, ça, en coaching, c'est comme ça. En coaching, ouais, c'est comme ça que ça marche. Et surtout que ça, c'est basé sur de l'empirisme. Ouais. T'as aucune étude qui va suivre des athlètes pendant plus de 10 ans et ces mêmes athlètes vont avoir la même routine pendant 10 ans. Oui. Et tu prends un autre groupe où la routine ne sera pas la même pendant 10 ans. C'est impossible à vérifier, mais c'est de l'empirisme en soi. C'est sur une saison, ok, bah voilà, j'ai fait ça, je sais que ça a marché, de par les résultats, de par les chiffres que j'ai observés. Donc, moi, j'aime beaucoup les trucs, ok, sors-moi ton étude scientifique, mais là, il n'y en a pas, en fait. Enfin, c'est basé sur de l'empirisme, c'est basé sur de l'expérience des anciens préparateurs physiques. Ça fait à peu près que 50 ans qu'on a ce métier qui se développe vraiment. Donc, c'est basé sur ces connaissances-là. Moi, je suis partie de la team qui pense qu'il faut écouter les anciens, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Donc, t'es pas pour le constamment varier. Dès que j'arrive à la salle, j'écris un nouveau truc au tableau. Non, mais ça n'empêche pas de mettre de la variance dans la séance. C'est-à-dire, ou même dans la semaine. Tu peux avoir une routine de la semaine, avoir ta structure de la semaine faite. Et comme tu disais, Jules, le lundi, c'est squat, le mardi, c'est vitesse, machin et tout. Oui, au lieu de 8 séries, t'en fais 10. C'est une variation. Oui, c'est une variation. Ou alors, cette semaine, sur la deuxième séance de squat secondaire, on va faire du squat sumo, un truc qu'ils n'ont jamais fait. De temps en temps, pas toujours, hein. Pas chaque semaine un truc nouveau, mais ok, sur ce nouveau bloc, on va faire du squat sumo. Vous l'avez jamais fait, justement, vous allez découvrir un nouveau truc et ça va créer une nouvelle petite excitation. Mais cette petite excitation va s'inscrire quand même dans une routine, malgré tout. Ouais. Qui est importante. Non, mais parce que pour beaucoup de gens, je pense, dans leur tête, les gens qui ne suivent pas encore de programmation, c'est vraiment, t'arrives le lundi, t'écris un WOD parce que t'as envie de faire ça. Le mardi, t'en écris un nouveau parce que le lundi, t'as fait tel mouvement et tel mouvement, donc le mardi, tu mets ça. Mais ça le mercredi, t'as pas fait de barre ou de gym pendant les 2 premiers jours. Quand t'es nouveau, tu vois que ça marche. Parce que n'importe quoi marche. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand, pareil, j'en reviens aux médias, mais quand tu regardes les athlètes, moi, quand je faisais pas encore de CrossFit et que je regardais les Day in the Life de Froning, t'avais vraiment l'impression que c'était ça. Qu'il arrivait, il se disait, bon, hier, je fais des HSPU, là, aujourd'hui, je vais pas faire des HSPU, du coup, je vais faire des front squats. Demain, j'ai fait HSPU et front squat, je vais faire des muscle up. Et en fait, ils avançaient comme ça. Alors que derrière, il y avait une réflexion beaucoup plus importante sur le volume, le tonnage de la semaine, le volume de la séance et tout. Et puis, il avait une ossature de Froning à l'époque, quand il s'entraînait en individuel, il avait une ossature de la semaine. Ouais. Il savait quel jour il allait squatter, il savait quel jour il allait presser, il savait quel jour il allait faire du pull. Il le savait, il savait pas. Il avait cette routine.
Alors, des fois, il savait pas quel format il allait faire ou le nombre de reps, mais. Oui, il savait globalement ce qui allait se passer. Quoi. Puis en vrai, il savait pas, mais il savait. Oui. Non, mais il savait. Oui, bah oui. Il savait 2 jours à l'avance, il savait qu'il allait. Là, il avait fait tant de reps, là, il fait tant de reps. Ça avait toujours un rapport, en vrai, quand tu regardes. Et. Bah, pour un mec comme ça, l'entraînement est au centre de sa vie, forcément. Il Ah le oui. sait. Ah oui, oui, il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Et même nous, à notre petite échelle de sportif, si tu veux perfer, tu le sais que si tu veux squatter, je sais pas, 190 en doublé le lundi, bah moi personnellement, tout mon week-end, il va tourner autour de ça. Ouais. Je vais pas dire, allez, vendredi soir, là, ouf, je lâche les chevaux, j'oublie tout ce qui se passe. Non, j'oublie pas que le lundi, il faut que t'assures. j'assure. Faut pas se chier, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, là, on prend beaucoup l'exemple des athlètes des Games. Ben, au final, nous, je pense, si on a la chance un jour de travailler avec quelqu'un comme ça, ben, ce serait énorme. Mais il faut pas oublier que là, on s'adresse aussi à des personnes lambda, alors qu'elles ne le sont pas par rapport à toute la population. Non. Elles le sont bien au-dessus de la moyenne, mais lambda dans notre champ du CrossFit. Et vous pouvez vous donner comme objectif, au lieu d'être ultra performant sur des compétitions, essayez de ces compétitions y participer, mais vous donner un objectif à ultra long terme, c'est-à-dire faire du sport toute sa vie, à minima 3 ou 4 fois par semaine. Et ça peut être, t'arrives à la fin de ta vie, t'as 70 ans, j'ai fait mon sport 3 à 4 fois par semaine, je peux faire vraiment ce que je veux de mes journées. Ouais. Je suis pas en mode à l'article de la mort. Non, puis même l'arrêt, quand tu observes la nature, l'arrêt, c'est la mort. Hein. Oui, en fait, il n'y a pas de stagnation, il y a juste. Voilà, l'élan vital, je veux dire. C'est quand tu vois un grain de blé, soit il germe, soit il sèche, il meurt. Enfin, mais quand tu vois les retraités, par exemple, ceux qui sont. T'as souvent ce truc de. Ça, j'ai rien lu de très scientifique là-dessus, mais d'observation perso de mon père, etc. C'est. T'arrives à la retraite, dans les 5 ans après, t'es malade. Ouais. Tu sais, ce genre de truc là, t'as un cancer qui sort de nulle part, t'as une dépression, le mec il se fout en l'air, tu sais pas pourquoi. Non, putain, surtout, t'enchaînes les rendez-vous, t'enchaînes les médocs, t'enchaînes les médecins, les spécialistes, les trucs, ta vie ça devient juste te maintenir en fait. Ouais, alors que si toi juste tu restes en mouvement, c'est pour ça que quand je vais, on avait déjà parlé je crois, mais quand je vais chez le kiné et que je vois 40 vieux dans la salle qui tirent sur des élastiques là comme ça, je me dis bon, à quoi ça sert en fait, tu vois. Je peux pas être comme ça. Marcher. Non mais juste va marcher, va bouger, parce que là je veux dire il se passe rien quoi. L'élastique, il est pas en train de te soigner de quoi que ce soit, tu vois. Oui, mais ça. Mon voisin là, qui est juste à côté, on le salue. On le salue. Il a 92 ans et il marche, il pleine possession de ses moyens et ça fait, depuis que je suis gosse, il a toujours fait son potager. Mais genre son potager, son jardin, il est nickel, genre un potager énervé quoi. Donc en gros, le gars, il passait ses journées à. Ouais. C'est ça qui l'a maintenu dans cet élan vital, quoi, en fait. De vie. C'est et ça. Du coup, c'est un objectif. C'est peut-être se dire au liquide, avoir on peut dire le recul de se dire, ok, je perferai jamais. Entre guillemets. C'est vrai, non, mais quand tu dis je perferai jamais, à l'échelle internationale, professionnelle. Ouais, voilà, à l'échelle d'un sport ou dans tes objectifs. Voilà, ces objectifs sportifs-là, j'ai soit été trop ambitieux, soit je m'y suis mis un peu trop tard, je me suis réveillé trop tard. Mais je peux me redonner un objectif qui, c'est de faire du sport toute ma vie. Et autant, ça peut te ramener à un objectif que tu avais avant, dans une nouvelle catégorie, dans une nouvelle optique, tout simplement. Mais ça revient à un post qui n'est pas sorti encore, qu'on a filmé, par rapport au fait de hiérarchiser des objectifs. Parfait, c'est quand tu dis ouais, je perferai jamais, c'est quelque chose qui est. C'est un standard qui est fixé en fonction d'une norme. Champ, voilà, d'une norme et du champ compétitif. Mais un mec qui commence le CrossFit et qui avait un back squat à 80, si 5 ans plus tard il squat 130, c'est une perf. Enfin, le mec, il est passé de pas pouvoir squatter son poids de corps à squatter le double, quoi. En vrai, quand tu regardes, comme tu disais tout à l'heure, ok, ils sont pas dans la norme de la population, en fait, c'est ça. Pour moi, ça, c'est une perf. C'est une perf, en fait. Ouais.
quand t'as 3 enfants, un job à temps plein et que tu arrives à aller jusqu'à squatter 130, 135, 140, à faire snatcher ton poids de corps, faire des barres muscle-up et tout. En soi, en termes de fitness, quand on prend... Même si on prend juste le champ du fitness, c'est-à-dire tous les gens qui vont dans des salles de sport. En vrai, c'est des perfs. Ouais. C'est vrai. Non, je crois qu'il y avait des ratios. Si tu squattes, si tu benches 1,5 fois ton poids de corps, tu fais partie des 3% en termes de force. C'était genre squatter juste son poids de corps. Ouais. Tu faisais partie des... Pour être exact, des 7%. Ouais. Ouais, genre juste ton poids de corps. Si tu prends toute la population. 7% de la population de la population mondiale. Ouais, mais du coup, tu prends les bébés, les vieux... Enfin, de la population en âge de faire du sport. De la population en âge de pouvoir se mouvoir dans l'espace, tu vois. Tu prends... L'étude, c'était pas... Tu vois, le voisin de 92 ans, il est pas... Non, mais c'est vrai que en réalité, c'est impressionnant ce qu'on fait. Et de toute façon, tu le vois dès que t'as des gens à l'extérieur qui viennent voir, les parents, les potes et tout, qui voient tes vidéos, ils sont là, ils sont... Oui. Alors que pour toi, tu fais un gars qui s'entraîne depuis 3 ans, qui fait, je sais pas, 10 muscle up and broken, qui fade le 11e, il va être dégoûté. Mais en fait, pour la majorité de la population, c'est juste en faire un. Mais quand tu te rappelles, quand je suis rentré dans les salles de crossfit, je savais pas. Toi, tu m'avais dit, en plus, quand je t'avais commencé à coacher, je pensais jamais faire un muscle up de ma vie. Un ring muscle up, ça me paraissait impossible. Genre vraiment, je me disais, je ferais peut-être un clean à 100 et tout, mais un ring muscle up, impossible. C'est ouf, hein. Ouais, c'est fou. Mais c'est justement parce qu'en fait, quand on rentre dans le champ du CrossFit et qu'on est engagé dans le truc, on a Rich Running, Fraser en tête, etc. Et justement, quand on parle de burn-out, des fois, c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'on fixe nos standards par rapport à des facteurs externes qu'on ne contrôle pas. Et on se dit pas... En fait, c'est très difficile de prendre le recul et la hauteur, comme tu dis, à 70 ans, grosse barbe, faire des muscle-up, machin. En vrai... Personne se fixe ça comme objectif quand on commence le CrossFit. Tout le monde se dit je veux aller aux Games, je veux aller à telle compète, je veux aller au Marseille, je veux aller aux AFI. Et du coup, il y en a qui tombent dans le burn-out, qui des fois arrêtent le CrossFit, ça peut arriver, moi je l'ai déjà vu. Alors qu'en vrai, ils sont passés d'être des sédentaires à être l'élite fitness, comme dit Elite Fitness, comme dit CrossFit. C'est pour ça qu'aussi c'est important de replacer le process au centre du truc et dire est-ce que t'aimes vraiment le process ou est-ce que t'aimes l'aboutissement du process. Et quand tu tombes vraiment amoureux d'aller t'entraîner juste 4 fois, 5 fois semaine et aller à la salle et te dépenser et tout sans vraiment objectif de perf, mais en fait je pense qu'au long terme t'as plus de chances de perfer qu'un mec qui est vraiment là pour en découdre et qui a la dalle et qui veut tout de suite quoi. Parce que c'est des discussions qu'on a souvent, mais t'en as plein qui arrivent qui disent ah ouais, moi l'année prochaine je veux être là, l'année prochaine il est pas là, il arrête. Et du coup tu retombes parce qu'il l'a vu sur les réseaux et parce que voilà. il voulait mettre la story ou mettre dans sa bio telle compète en 2019, mars 3 2019, 2020, 2021, tel truc. Et après ça finit à citer Michael Jordan. De quoi? C'est quoi cette histoire? Ah oui. Non, rien. Ok, bon. Je t'expliquerai après. C'est le Last Dance. Ah, ok. Ah oui. Je te jure, cet été, j'ai vu un truc, mais pas qu'en CrossFit, dans plein de disciplines, des posts The Last Dance, en mode c'est la fin de ma carrière. Genre. Ouais, mais ça, non, mais. Bref. Non, mais même quand c'est. Mais imaginons. Mais pas du tout que dans le CrossFit en plus. Des mecs d'une discipline totalement différente. Mais l'influence du truc. Déjà, Michael Jordan, c'est un athlète. Ouais, mais t'es pas Michael Jordan. Voilà, on est d'accord. Et puis, est-ce que ces mecs-là, quand ils mettent The Last Dance fin de ma carrière, ils arrêtent le sport? Non. Donc, c'est pas The Last Dance, en fait. Y a pas... Enfin, je veux dire, la vie, c'est pas juste aller faire les compètes et mettre des posts Instagram à la compète, quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Non, mais c'est vrai. on a été dans l'invective un peu à la fin. Je pense que c'est bien, on peut s'arrêter sur ça. On peut continuer. Vous voulez parler de l'intégration du outdoor et de l'importance dans le CrossFit? On en a parlé? On en a parlé, ouais. Ouais, mais moi, je voulais développer un peu plus le sujet par rapport... Parce qu'il fait du vélo, maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Mais est-ce que je fais du CrossFit? Il a des trucs à dire. Non, mais déjà, je pense que... Non, parce que les gens qui se lancent... Alors, j'ai préparé. Non, mais... Moi, je dis on arrête. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, on parle du burn-out et on dit, ouais, des fois, c'est bien de casser, de sortir du carcan, de l'ossature de la semaine en faisant un truc outdoor et tout. Et on pense que c'est juste pour le bienfait mental, mais en vrai... Physiquement, en termes de préparation physique pure, Jules,
Moi, on n'a pas dit le contraire. Non, mais on a si juste- demain, je te dis, là, t'as une pile de sacs de ciment. Non, mais regarde. T'as une pile de sacs de ciment de 80 kilos. Là, il y a il est 20 vraiment en sacs. train d'observer la pile. Oui, oui, il y a 20 sacs. Il faut que tu les prennes de ce point au point là-bas. Est-ce que, en termes physiques d'entraînement, il y a un escalier à monter et tout? Est-ce que c'est... Tu parles à quelqu'un qui a fait des chantiers à peu près On est d'accord? toute ma vie avec mon père, donc oui, On est c'est d'accord. un effort physique. Non, mais la nature, des fois, elle est... Enfin, je veux dire, l'utilisation de la nature, entre guillemets, dans l'entraînement, même pour être meilleur en crossfit. Parce qu'on oublie souvent que le crossfit, c'est une méthode de préparation physique qui est faite pour... Si demain, vous êtes confronté à... admettons, vous perdez en forêt. Il va faire nuit dans 2 heures. Et il faut que vous parcouriez un tel nombre de kilomètres. Il faut que vous ayez le fitness pour réussir à rentrer avant qu'il fasse nuit et que vous vous retrouviez en pleine nuit en forêt, ce qui peut être dangereux, machin. C'est un exemple, moi, qu'on m'a donné au level 1, par exemple. C'est vrai que, à la base, le CrossFit, c'est fait pour être bon en outdoor. Maintenant, aussi en compétition, cette année au Silex, il y avait le triathlon. Donc, il fallait nager dans un lac, il fallait courir. Le triathlon, de toute façon, il était partout, en fait, quasiment. Ouais, Il y a eu au Marseille. En plus, Ouais. au Marseille, ça montait. Ouais. Toi, West Coast, t'as couru dans le sable et il y avait du paddle. Ouais. Aux Games, chaque année, il y a plusieurs events ou un event outdoor. Est-ce que l'intégration de modalités outdoor devrait pas être plus présente chez les compétiteurs? Par exemple, Jules, toi qui faisais de l'aviron, est-ce que un mec qui rame, admettons, sur un concept 2, un 2000 mètres en 7 minutes, s'il fait une séance d'aviron sur bateau par semaine, quand il va revenir aux ergots, il va être meilleur au bout d'1 an, d'une saison? Oui ou non? Pas sûr? Moi, je te dirais que non, Ah ouais? Pourquoi? parce que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai? Ah ouais. Ok. En effort intérieur et extérieur, c'est quand tu retournes, quand tu sais, au début de saison, tu retournes beaucoup sur l'eau pour faire beaucoup de kilomètres et essayer de reprendre un peu ta technique. Et qu'après, il commence à faire froid et que tu peux pas aller ramer tous les jours. Là, tu prends un bus physiquement. Genre pendant 2 semaines, c'est un peu compliqué, tu vois. De reprendre l'ergo? Ouais, niveau mental, déjà, c'est chiant. Et en plus, tu revas sur ton ergo, c'est dur, tu transpires vite. Enfin, t'as un aspect de sudation ou de thermogénèse aussi qui est ultra important. Du coup, sur les premières semaines, c'est ultra compliqué. Ok, mais là, tu te situes dans un champ où t'étais déjà à niveau national en aviron quand tu étais dans cette période. Mais si on prend un crossfitter qui veut être bon dans le champ compétitif, qui a 0 technique sur bateau et qui fait 1 an ou 6 mois de bateau. Bah, dans un premier temps, non, parce qu'il aura pas la technique pour s'engager physiquement, c'est toujours Ok. la même chose. Ouais, mais s'il progresse techniquement sur Ouais, mais bateau. si tu me rajoutes Non, mais des la si, question. des si, des si, Non, mais si, le fait. si, c'est ramé, oui, au bout d'un moment, je parle pas. Non, mais je parle pas physiologiquement, de l'engagement physique. Je parle de. au bout d'un moment, oui, si Si c'est techniquement oui. il progresse sur bateau, est-ce qu'il y aura Oui. un transfert technique sur le concept 2? Bah oui, bien Ok. sûr. Au niveau de la mécanique du mouvement, oui. Ok. Donc Ça, oui. c'est ça ma question en fait. Mais c'est pas un transfert direct. C'est toujours, est-ce que faire des pistoles, c'est un transfert direct sur ton back squat? Non, ben non. Si Mais je te fais des pistoles sur box, Ben si, ça si je dépend. te fais des pistoles sur box en accessory, ça aura un transfert direct sur tes pistoles, mais pas direct sur ton back squat. Mhm. Pas directement là, parce qu'il va falloir faire du back squat pour nerveusement créer des adaptations. Et en fait, ça permettra de développer tes structures pour après arriver aux adaptations nerveuses nécessaires. Mais en gros, c'est se dire est-ce que faire du outdoor ça va t'aider en crossfit? Bah oui, si tu vois de ce point de vue là, c'est que tout n'est pas obligé d'avoir un transfert direct avec ton objectif premier. Moi, mon objectif c'est arracher 140, mais est-ce que moi, je l'ai dit là, il va falloir que je l'assure quand même celui-là. Puis surtout, c'était 130 il y a 3 semaines. Non, mais c'était 140 sur le très long terme. Ah. Donc en gros, mon objectif c'est arracher 140. Est-ce que c'est intéressant de faire des pistoles sur box? Pour ma longévité, oui. Tu vois. Mais est-ce que ça va m'aider à snatcher 140 directement? Non. Ben si ça t'aide dans ta longévité, oui. Mais directement là? Non. Voilà. C'est le même principe pour le outdoor et
ta Oui, perf mais en crossfit. Par exemple, t'as un athlète, on va prendre le. Il veut me Dans piéger. un autre angle. Non. Non, Mais imagine. T'as un athlète qui. T'as un athlète de CrossFit qui a un profil fort, bonne barre, il prend vite. Sur l'entraînement résistance, il a tendance à avoir des adaptations faciles, etc. Par contre, c'est très difficile au niveau cardiovasculaire, d'avoir des adaptations. En plus de ça, il aime pas ça. Tu le prends, tu le mets sur un vélo, tu lui fais faire des sorties. La perception du temps, quand tu fais une sortie de 2 heures sur un vélo, t'as l'impression que ça a duré 30 minutes par rapport à un bike erg. Quand tu fais 30 minutes de bike erg, t'as l'impression que ça a duré 3 heures. C'est vrai. Il dit ça, il est parti 4 heures, il dit ouais, c'est vrai, je suis parti 2 heures, les gars. Bah, tu vois, ça confirme ma théorie. Ouais, ça va. Non, mais tous les cyclistes vous le diront. 1 heure de home trainer, t'as l'impression que t'es sorti 4 heures. Alors que tu sors 2 heures, t'as l'impression d'être sorti 30 minutes. Oui, mais parce que t'as tous ces phénomènes de sudation, de thermogenèse, le fait de se déplacer dans l'espace, en fait, d'aller à un point A à un point B. Mais parce que t'as tous ces phénomènes physiologiques qui se passent parce que tu te déplaces pas dans l'espace aussi, qui sont plus importants quand t'es statique. Mais il y a le fait de se déplacer dans l'espace, la perception du temps n'est pas la même. Vraiment. Oui. Quand moi je pars d'ici et que je veux aller aux Alpes, ben en fait, je suis sur la route et le fait de être sur la route, d'atteindre un point, puis après un autre. Et en fait, t'as 45 minutes qui passent super rapidement. Oui, en fait. mais du coup, le outdoor, pour en revenir à un autre sujet... Du coup, pour dire, tu lui fais faire... T'arrives à lui augmenter son volume d'entraînement, son volume sur des intensités basses et modérées, sans avoir l'effet de lassitude. Et en plus, perception du temps beaucoup plus... Et en plus de ça, on en revient à ce que qualité de pédalage, parce que changement de terrain, élévation... On en revient à ce que je disais, c'est t'as pas un effet direct, longévité. Ça impacte directement ta longévité, donc ta perf sur le long terme. C'est pourquoi faire du split squat pour progresser en squat. C'est toujours la même chose. C'est pour ma longévité, pour développer mes structures, ça va sur le long terme, tu vois. Oui, après il y a aussi, je pense qu'il y a un aspect barrière mentale aussi. C'était Pierre qui me disait, il y avait des fois au triathlon, je faisais des séances de 3 heures avec des répétitions d'intervalles, des sorties de temps d'heure et tout. Ben, quand il faut faire 4 fois 20K la so-bike dans un Metcon, ça fait pas peur, quoi, tu vois. Oui. Il y a ça aussi. Et tu grimpes le Ventoux, ben, quand tu dois faire une test FTP sur bike erg, ça fait pas peur, quoi. Oui, aussi. Non, mais c'est vrai que cet aspect-là dans l'entraînement outdoor, il est hyper intéressant aussi de remettre les choses en perspective. Parce que très vite, tu peux un peu te perdre comme on dit, te perdre dans un mouchoir de poche où genre tu tournes toujours entre les mêmes trucs. Du coup, tes peurs, elles te font encore plus peur. Les trucs faciles, ils sont encore plus faciles. Et en fait, sortir un peu, ça te permet aussi de dire, bah non, j'ai fait des comme Hugo qui est allé au Mont Blanc et tout. Une fois que t'as fait ça, tu reviens, voilà, toutes les choses te paraissent plus simples. Et ou comme Baptiste qui disait, bah moi, je me suis envoyé en l'air à faire des sauts de fou. Si je loupais, je crevais au sol ou j'étais en fauteuil roulant. M'envoyer sous 100 kilos en snatch, je fais tous les jours, y a pas de souci, quoi. Ouais, non, tu peux crever et finir en fauteuil roulant. Non, mais parce que c'est bien aussi, de dire, bah, confrontez-vous à des trucs difficiles, tu vois. Et quand tu reviens à la salle, ça te paraît beaucoup plus facile. Bien sûr. C'est pas mal aussi. Ce que j'en parle souvent en ce moment, c'est avec des personnes proches, c'est j'ai pas envie de faire ça, mais je vais quand même le faire. Oui. Parce que je suis pas une merde et parce que il faut, pour que j'évolue dans ma vie, je suis obligé de le faire. C'est des trucs à la David Goggins, là. Ouais, mais après, le truc du... Moi, ça... T'as le truc de... Je suis pas une merde, donc je vais le faire. Ouais. T'es un peu con de dire... C'est très basique et très réducteur de dire ça, mais ça me motive aussi, tu vois. Ouais. C'est un aspect motivationnel aussi, donc je pense que c'est important. Au-delà de ça, il y a l'aspect environnemental aussi, se confronter à l'environnement. Moi, j'ai noté que j'ai eu d'énormes progrès en course à pied avec des entraînements en côte. Donc, je leur disais, non, là, on va plus aller à la piste, on va aller faire des séances de fractionnés en côte. Non, mais vraiment, il y en a beaucoup qui le font. T'es un assassin. Non, mais c'est un truc que... tu sais pourquoi ça ? On n'y pense pas. C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'adaptation mécanique sur de la côte que sur du plat. Oui, c'est un travail de vitesse déguisé un peu, quoi. Oui, puis c'est même par rapport à l'aspect psycho, c'est tellement dur. Oui, mais du coup, ça génère plus d'adaptation. Oui, non, mais la subjectivité de l'effort, elle augmente, donc t'as plus d'adaptation. Mais tu parles d'adaptation mécanique, mais c'est ça, en fait, se confronter à l'environnement. Se confronter à l'environnement, des fois, t'as des adaptations mécaniques qui font que après, t'es meilleur. Ouais. Je suis d'accord. Vous voulez conclure sur ça ? Ouais. Bon, ben ça va. Bah, allez.
Putain, on est pile à 1 heure. Ouais. Vas-y, tu peux clore le sujet. Je fais quoi? Je fais un clap ou... Je pense que là, c'est gênant, là. Ouais, Je me sens pas bien. C'est gênant, là. Dis-moi qui c'est.